Selon les autorités ukrainiennes, seuls 100 000 habitants vivraient aujourd'hui dans les décombres de l'agglomération. 80% des logements de la ville auraient été touchés par les combats. Plusieurs dizaines de milliers de personnes auraient trouvé la mort durant le siège, sans qu'il soit possible pour l'heure de préciser ce bilan humain. Des centaines de morts sont certainement encore ensevelis sous les gravats. D'autres ont été enterrés à la hâte dans les cours des immeubles. D'autres encore sont restés des jours dans les rues, recouverts de chaux, pour éviter qu'ils ne soient dévorés par les chiens. Dès le 30 mars dernier, des images satellitaires avaient révélé l'ouverture par les troupes russes d'une fosse commune dans le village de Manouche, à l'est de Mariupol, où plusieurs milliers de cadavres pourraient avoir été enterrés. Un second site, pouvant contenir 1 millier de corps, a été identifié dans le village de Vinohrad, et une troisième tranchée aurait été ouverte dans celui de Stary Krim, à quelques kilomètres au nord de l'agglomération. Il sera bien sûr impossible de collecter toutes les mémoires de ces semaines tragiques, quand l'eau, la nourriture et les médicaments manquaient, quand les communications avec le monde extérieur étaient coupées, quand les bombes tombaient jour et nuit, sans logique et sans raison, sur les zones résidentielles où vivaient ceux qui n'avaient pas pu fuir. Le pouvoir russe espérait prendre rapidement la côte de la mer d'Azov afin d'assurer la continuité territoriale entre la Crimée et les zones contrôlées par les séparatistes pro-russes. Mais les soldats ukrainiens opposèrent une résistance acharnée aux troupes du Kremlin, fixant durant 7 semaines 12 bataillons de l'armée russe, de la garde nationale tchétchène du tyran Ramzan Kadyrov et des miliciens de la République populaire de Donetsk. Les défenseurs appartenaient au régiment Azov, intégré à la garde nationale ukrainienne, mais considéré par le Kremlin comme une formation néo-nazie, à la 36e brigade d'infanterie navale et à la 12e brigade de la garde nationale. Ces unités étaient complétées par des gardes-frontières, par des officiers de police et par des volontaires engagés peu avant l'invasion du 24 février et qui avaient tout juste eu le temps de savoir charger leurs fusils automatiques. Ce n'est que le 20 mai que le porte-parole du ministère russe de la Défense finit par confirmer que le complexe sidérurgique d'Azovstal, où s'étaient réfugiées les dernières troupes de Kiev, était passé sous le contrôle complet des forces armées russes, marquant la première victoire de Vladimir Poutine depuis le retrait de ses soldats des faubourgs de la capitale ukrainienne à la fin du mois de mars. Les médias russes ne manquèrent pas de diffuser des images des militaires ukrainiens sortant des souterrains de l'usine, les traits tirés, quelques baluchons à la main, certains avec des bandages et des béquilles. Dmitri a 19 ans, il faisait avant la guerre des études d'architecture ainsi que de la course à pied. Il a réussi à sortir de l'agglomération le 21 mars. Son quartier, situé à l'est de la ville, était passé quelques jours plus tôt sous le contrôle des forces russes. Voici les restes de son immeuble. Дома просто нет. Капец. Никто сюда не едет. Тут нечего даже выносить. Ой, бля. Волгодонская опять. Смотрите, ребята, ничего нету. Ничего. Regardez, Его просто il n'y a раздолбили. rien qui reste. Даже в подъезд не зайдешь. И C'est не impossible à раскопаешь entrer. ничего. Dimitri va nous raconter une journée type Господи. durant le siège. Начинался с того, что я просыпался примерно в 4, может быть, в 4:20 утра от Ma journée commençait бомб, par mon которые падали réveil рядом, vers или 4h, снарядов. 4h30, des bombes, Потом des obus qui tombaient à côté. Ближе к 6 часам утра. Ensuite, vers 16h, on sortait dehors pour faire du feu de camp, pour faire du thé, se préparer à manger. Et c'était comme ça toute la journée. Tu restes près du feu, tu respires l'air frais, si on peut appeler ça frais. Tu fais la cuisine et tu espères que rien ne tomberait à côté et que tu survivras. Il y avait toujours des explosions en continu, des rafales de mitraillettes en continu, et tu te couches avec le coucher du soleil, c'est-à-dire vers 16 heures, et tu te couches à l'heure que ce n'est pas possible de dormir. Et tu te couches dans le couloir de ta maison et pas dans ton lit confortable. Et ce quotidien a duré pendant tout le temps où j'étais là. Le 9 mars, l'hôpital pédiatrique de la ville fut entièrement détruit par un bombardement qualifié de Moscou de mise en scène des nationalistes ukrainiens. Plus de 300 personnes trouvèrent ensuite la mort
lors de la destruction par les forces russes du théâtre de la ville, où 1 millier de femmes et d'enfants s'étaient réfugiés. La metteuse en scène Ludmila Kolosovitch a réussi à quitter Mariupol le premier jour de l'invasion, mais certains de ses amis étaient réfugiés dans les caves du bâtiment. Quand l'invasion à grande échelle s'est commencée et les bombardements se sont multipliés, tout le monde se sont déplacés à l'abri du théâtre, dans le bunker du sous-sol. Il n'y avait pas de téléphone, pas de réseau Internet. Je ne pensais pas jamais que les Russes pourraient bombarder le théâtre un jour. Mais ils l'ont bombardé en sachant qu'il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. L'une de mes amies comédiennes, elle s'appelle Vera Libidinska, était aussi dedans à l'intérieur. Avant la guerre, elle était responsable de la musique des spectacles. Elle avait son bureau et le studio d'enregistrement dans le bunker. Après, le théâtre a été bombardé et détruit. Mais j'ai regardé les photos et j'ai vu qu'il n'y avait qu'un grand trou. Donc je pensais que Vera était morte. J'ai pleuré beaucoup et j'ai demandé pourquoi elle n'avait pas accepté de partir avec moi quand c'était encore possible. Mais j'ai continué à chercher sur les réseaux sociaux et demander aux gens. Un jour, j'ai composé un numéro par accident et quelqu'un m'a répondu et c'était Vera, mon amie, avec une autre femme. Ils ont crié, ils ont pleuré, nous sommes vivantes, nous sommes vivantes. Mais en la voyant, j'ai vu qu'elle avait l'air d'avoir pris 20 ans de plus.